Bonsoir à tous. Il était déjà avec nous le 20 mars 2014 pour notre 9e émission. Le voici à nouveau pour la 42e. Il s'appelle Fabrice Rothenhauser. Il est artiste émailleur. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, ce soir, à l'image et au son, Johan, l'ingénieur, et Johan vous prêtera sa voix pour relayer vos commentaires ou vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Fabrice, ce sera un plaisir de vous répondre. Alors, bonsoir Fabrice, merci d'être venu. Merci à vous. Comme disait Lily tout à l'heure, il y a 3 ans, donc on a eu l'honneur de t'accueillir sur cette émission. Et donc, pour repartir un petit peu, voir un petit peu ce qui s'était passé il y a 3 ans, on aurait voulu repasser un diaporama qui s'appelle How-to. Repartir un peu sur le chemin, comme celui qui est derrière nous. Ce chemin qui m'est si important, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc effectivement, un petit retour en arrière, 3 ans en arrière, c'était un petit film que j'avais réalisé pour présenter les phases de réalisation, parce que c'est toujours une question importante dans l'activité de l'émailleur sur cuivre, que ces phases de réalisation, donc voilà, de l'idée, de la conception, du dessin, du plan de cuisson, la cuisson et puis la réalisation concrète et l'exposition de l'œuvre. Donc c'est un peu un cheminement comme ça. Enfin, on va voir qu'une petite partie, parce qu'il y a des choses que tu gardes secrets naturellement. Il y a toujours des mystères qu'il ne faut pas révéler, et puis en même temps, il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes. Moi, je dis toujours, c'est pas très intéressant de savoir avec quel numéro de pinceau Picasso peignait. Ce qui est important, c'est ce qu'il a voulu dire, c'est la réalisation finale. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant de savoir le nombre d'étapes qu'il y a avant d'émailler une plaque de cuivre. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, ça fait partie des choses qu'il faut esquisser comme ça. Oui, et puis ça nous replongera. Ça nous replonge 3 ans en arrière déjà. Donc ça fera une continuité. Et on pourra voir un petit peu l'évolution, puisqu'on découvrira tout au long de l'émission que d'autres choses. Hein, donc justement, ce chemin que tu as parcouru, qu'on voit derrière nous. Voilà. Et ce diaporama s'appelle How-to, comment faire. How-to. Quelques mots sur le diaporama. C'était donc quelques images de tout le chemin. Je vais reprendre l'allégorie du chemin derrière. C'était vraiment quelques images de tout le chemin de la conception d'un tableau, depuis l'idée, c'est un petit peu difficile ça à schématiser, mais jusqu'au croquis préparatoire, au plan de cuisson, à la période d'émaillage, de cuisson, qui est quand même le cœur du métier de l'émailleur.
et puis ensuite aller montrer l'œuvre, le bout du chemin, aller montrer ses œuvres, et essayer de transmettre justement ce qu'on a voulu dire à l'intérieur. Voilà, c'était juste quelques petites images comme ça sur une musique de Philippe Glass qui m'accompagne au quotidien dans l'atelier. C'est à peu près ça. On a vu des œuvres immenses. On a vu des œuvres immenses. C'est, je pense, une de mes particularités qui est de travailler sur du très grand format. Beaucoup d'émailleurs travaillent sur du format plus petit, du bijou, du tableau plus petit, à cause du four, à cause de beaucoup de contraintes techniques, du poids également. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de place pour m'exprimer, puisque je travaille sur des thématiques qui sont propres à l'humanité, qui sont propres aux désertitudes, au désert, aux altitudes, à tout ce que l'on veut. Voilà, j'ai besoin de cet espace-là pour m'exprimer. Et du coup, effectivement, je réalise des œuvres en grand format. On a vu des tableaux qui mesurent 1m20 par 70 cm. On verra tout à l'heure un triptyque qui fait 3 fois cette dimension-là. Donc c'est vraiment du très, très, très grand format pour des œuvres en émail sur cuivre. C'est pour moi vraiment indispensable. C'est ce qui encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est une spécificité, mais c'est pas très grave. Ça, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le médium juste pour m'exprimer. Voilà. Et tu parlais du chemin tout à l'heure, et tu nous as dit que tu étais né entre Cluny... Entre Cluny et Cîteaux, quelque part. Oui, et c'est pas un hasard je pense que c'est pas un hasard que de parler des traces de l'humanité, des empreintes que les hommes ont laissées dans l'histoire, parce que c'est vraiment le fondement de mon travail actuel, qui est en train d'évoluer un petit peu, mais qui est le fondement de mon travail actuel. Et j'ai justement choisi ce fond d'écran-là, que j'ai photographié il y a une quinzaine de jours, comme ça, au lever du jour, de ce chemin dans la brume de la Bresse bourguignonne, quelque part, effectivement, entre Cluny et Cîteaux, pour être très, très large, parce que ce sont des endroits qui moi, m'inspirent, des lieux qui me sont relativement indispensables, en tout cas. Voilà. Qui t'habitent, quoi. Qui m'habitent, dans lesquels je me sens être, et dans lesquels je vais régulièrement me ressourcer, parce que c'est la base du travail de l'artiste que d'aller chercher l'inspiration. Alors pour moi, elle se trouve dans ces brumes-là, elle se trouve dans les eaux profondes, elle se trouve dans les milieux souterrains, elle se trouve dans les déserts, dans les altitudes. Voilà, c'est les endroits qui, moi, me parlent. Souvent où l'homme y est peu présent, où tu es seul. Oui, et où, paradoxalement, il a laissé beaucoup de traces. Oui, il y a eu beaucoup de traces. Parce que c'est vrai que là, on est aux abords d'un ancien village qui a existé, dans lequel probablement mes ancêtres sont passés, enfin, ont résidé. Mais toujours, effectivement, je vais chercher les traces de l'humanité dans les déserts. Entendons-nous déserts... il reste encore des espaces relativement désertiques en France, on verra tout à l'heure. Oui. Mais c'est là où on trouve des traces, c'est là où on trouve des empreintes, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ces empreintes, et puis d'en interroger la modernité, d'en interroger la complexité aussi dans mes œuvres, et de les retranscrire. Voilà, c'était vraiment ça le principe de ma démarche. Alors on a vu des immenses tableaux, parce que je peux appeler ça un tableau. Ce sont des tableaux. Et là justement... À contrario, tu as amené deux œuvres qui s'appellent les Small Pieces. Donc, ce coup-ci, on repart sur du petit. On repart sur de nouvelles formes, peut-être aussi. De nouvelles formes. De la 3D. Voilà, des choses un peu différentes. Effectivement, là, ce sont des choses plus petites. Qu'on aperçoit ici. Ce sont deux tableaux différents. L'idée elle est née en fait d'une autre série qui s'appelle Terres inspirées, qu'on va peut-être voir en image tout à l'heure, mais elle est née d'une autre série. L'idée était au contraire, moi qui travaille toujours sur du grand format, de me restreindre et de m'appliquer à écrire ce que j'avais envie, ou à dire ce que j'avais envie de dire, voilà, dans un cadre de 15 cm par 15 cm. Voilà, c'était un peu ça l'idée, et de réaliser des petites pièces, des petits fragments comme ça qui sont à eux seuls ou en combinaison de plusieurs des tableaux. Et est-ce que c'est plus difficile de travailler sur pour moi, infiniment. Pour toi ça doit être... Infiniment, pas techniquement, parce que c'est beaucoup plus rapide, on est voilà, sur des choses comme ça. Mais en tout cas, pour la série Terres inspirées que j'avais réalisée pour une galerie nancéenne, l'idée était de reprendre une quarantaine de lieux qui, moi, m'inspirent, donc qui étaient très très souvent
quelque part, comme toujours, hein, dans un lieu assez singulier. C'était de reprendre 40 lieux et de le retranscrire dans une petite série de 15 cm par 15 cm. Et là, c'est extrêmement compliqué que de transcrire l'émotion d'un lieu dans une toute petite pièce en ne tombant pas dans le figuratif, puisque je ne fais pas des mailles trop figuratifs. Et donc, c'était vraiment complexe d'arriver à ça. C'était un petit défi aussi pour toi. Ah, pour moi, à l'époque où je l'ai réalisé, effectivement, parce que c'est une série que j'ai menée entre 2014 et 2016, pour moi, c'était vraiment un défi que d'avoir une quarantaine d'œuvres absolument toutes identiques dans le format et toutes différentes. Ah oui, bien sûr qu'il n'y en a pas couleurs, une seule voilà. qui se Du coup, j'ai continué parce que ce sont des œuvres qui ont rencontré leur public et puis qui moi aussi me font des respirations. Hein. Quand on est à travailler 6 mois sur un très gros tableau, voilà, c'est quelque chose parfois un peu long et on a envie de respirer, de souffler un peu, travailler faire des choses plus intuitives. Et c'est pour ça que j'ai créé cette série Small Piece, c'est ce qui est moins inspiré d'endroits, de lieux, qui est plus du travail intuitif, si tant est que le travail de l'émailleur puisse être intuitif. Voilà. Un petit peu. Mais on a une autre œuvre. Alors, Johan vient de passer l'image, donc on a retrouvé sa place. Nous l'avons ramenée. Il l'a passé à l'image, parce que peut-être qu'à l'image, on comprend mieux comment elle est Attends, je vais essayer de la tourner. Donc celle-là, elle fait partie de cette série. Elle ne fait pas tout à fait partie de la série, mais en tout cas, c'est une œuvre importante parce qu'elle a présidé à l'évolution vers la sculpture. Je crois que c'est la première fois que je travaillais sur quelque chose qui ne soit pas en 2D. J'avais envie de m'extraire du cadre et d'avoir une œuvre comme ça un peu suspendue, qui soit une œuvre à poser, qu'on puisse tourner dans un sens ou dans l'autre, parce qu'elle est presque semblable, mais pas tout à fait. Complètement, oui, très différente. Hein, très différente dans le traitement, très différente dans les tons. Et donc l'idée était voilà, d'avoir une œuvre qui soit pas vraiment un cadre, pas vraiment une sculpture, soit un peu un entre-deux, comme ça j'aime bien ces idées d'entre-deux. Et puis de là est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire je suis passé de la 2D à la 3D et à la sculpture sur émail, et voilà, les choses évoluent. Mais celle-là, je voudrais reprendre, parce qu'on voit bien là sur l'écran. Elle s'appelle Étreinte. C'est parce qu'ils sont deux. C'est parce qu'ils sont deux, c'est parce qu'ils sont à la fois jumeaux et tout à fait dissemblables. Voilà, mais presque collés quand même. Hein. Il y a un moment de fusion. C'est un peu ces choses-là que j'aime bien, c'est ce presque. Là. C'est le presque. Et en fait, il y a la luminosité du studio, là, mais ça change sans arrêt, quoi. C'est vraiment, pièce, je le dis toujours, mais c'est vraiment pour ça que moi je suis arrivé à l'émail. Parce que les tableaux en émail sur cuivre sont des tableaux qui vont s'endormir avec vous, qui vont prendre des couleurs très sombres quand la luminosité baisse, et qui au contraire vont prendre des couleurs très très claires dès qu'on a un brin de lumière, un éclairage ou un éclairement qui arrive dessus. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'émail, quelque chose qu'on ne retrouvera pas en peinture très très difficilement, peut-être un petit peu dans les lacs. Mais très difficilement. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en photographie, qui sont des œuvres plus figées, hein, ce qui n'enlève rien à leur beauté, mais qui sont des œuvres plus figées dans leur couleur, alors que l'émail va changer en permanence. Puis en plus, ça renvoie, parce qu'on a un reflet. Hein, oui, tout à fait. On se reflète même. Alors, je suis en train de m'amuser là, une petite installation vidéo justement sur du reflet dans l'émail, mais c'est aussi pour moi indispensable que d'avoir en face de moi à l'atelier des œuvres qui vont bouger sans arrêt, que je ne vais jamais reconnaître. Je découvre tous les jours des choses nouvelles parce que la lumière est tous les jours différente. En fonction de là où tu te mets pour la regarder. C'est ça, absolument. Donc c'est beaucoup plus passionnant qu'une image figée parce qu'on y voit des tas de choses très très différentes et on y voit ce qu'on voit. Voilà, Johan nous projette des œuvres de la série Small Pieces, en l'occurrence, voilà un autre. Donc, j'aime bien le traitement du blanc qui n'est pas blanc, qui est justement un petit peu différent. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de nuances. Bon, c'est sûr que énormément de nuances parce qu'énormément de cuisson. Si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, une œuvre en émail sur cuivre, elle cuit entre 2 et 20 fois. Donc c'est vrai que les cuissons apportent effectivement des couleurs différentes.
Donc chaque œuvre aura sa cuisson bien particulière. Oui, oui, c'est Tu un ne plan. feras jamais, là, de toute façon, tu ne pourrais jamais faire 2 fois la même œuvre. Alors d'abord, Ça, pratiquement j'en pas, ai voilà. absolument aucune envie, et d'autre part, c'est techniquement Non, mais c'est que techniquement, impossible. ce serait impossible, Absolument. de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis c'est pas la démarche de l'artiste. Moi, ce qui Non. m'intéresse, c'est de transcrire une émotion. J'utilise le médium de l'émail sur cuivre, mais peu importe. Je pourrais en utiliser un autre. Je pourrais peindre, je pourrais dessiner, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de transcrire l'émotion que j'ai envie de transcrire au moment où j'ai envie de la transcrire. Quand je réalise un tableau, c'est de véhiculer un message. Quand je réalise une sculpture, c'est de véhiculer une émotion, un message aussi. Voilà, c'est vraiment de dire des choses, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est là où il est le fondement du travail de l'artiste, c'est d'aller s'inspirer, d'aller au plus profond de ce qu'on a envie de dire, et d'exprimer ce qu'on a en soi, et d'exprimer les brumes profondes qu'on voit derrière là, ou l'au-delà de ça. C'est vraiment ça le cœur de mon travail, le cœur de ma démarche. Alors justement, tout à l'heure, on parlait d'empreintes, de lieux comme ça, où l'homme avait laissé ses empreintes. Et donc, je sais que tu parlais de grottes et tout ça, et que tu as une attirance quand même particulière pour la pierre. Hein, Pour les grottes. Pour les grottes. Depuis vraiment tout petit. D'ailleurs, j'y ai travaillé parce que c'était vraiment un passage indispensable pour moi que d'aller me confronter à la préhistoire. Je fréquente beaucoup de lieux proto-historiques parce que c'est aussi des lieux qui, pour moi, sont vraiment indispensables. Je crois que pour arriver à créer, j'ai besoin de ces moments de solitude, quasi-solitude. Ces moments où je suis un peu en flottement comme ça, dans des lieux où des hommes sont déjà passés, où l'histoire s'écrit, se réécrit, on le sait tous bien, c'est toujours aux mêmes endroits que se passent les mêmes choses. Une chapelle est toujours dressée sur un ancien site qui a du sens. Voilà. Et ces lieux-là, moi, me sont importants. Et c'est là où je vais me ressourcer. C'est vrai que quand on est dans un campement proto-historique, quand on est au pied d'un menhir, d'un dolmen, et quand on se réveille le matin et qu'on a cette chose-là en face de soi, c'est vraiment pour moi indispensable à la création. C'est chargé d'histoire aussi. C'est chargé d'histoire, c'est chargé C'est d'interrogation, c'est aussi le passage, c'est ce qu'ils nous ont laissé. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais vraiment c'est chargé. Enfin, je résume toujours ça en disant c'est chargé de brume. C'est chargé d'une espèce d'indicible. Et cet indicible-là, il faut vraiment revenir à l'atelier et le retranscrire. Et ça, c'est à la fois très difficile, mais c'est très important dans notre travail. Et puis, c'est fondamentalement intéressant. C'est des moments comme ça, effectivement, de solitude. La fabrication de l'œuvre, elle n'est pas très importante, finalement. Elle naît d'une conception, d'une idée qu'on a dans la tête et qu'on va retranscrire après. Effectivement, j'utilise un médium particulier qui est l'émail sur cuivre, mais je pourrais la transcrire dans d'autres matières. La preuve, puisqu'on parlait de pierre, on parlait de pierre, donc et peut-être d'autres matières bientôt. Voilà, oui, à d'autres matières bientôt. Mais donc depuis peu, justement, on parlait de pierre. Tu t'en es servi pour. Effectivement, le milieu préhistorique dans les grottes, j'allais dire souterraines, mais en tout cas, ce milieu pierre a toujours été important. Moi, je ramasse des cailloux partout. Enfin, c'est vraiment des choses qui me sont indispensables, quitte à les rejeter après, mais en tout cas les avoir en main et se dire voilà, j'ai besoin de ce matériau-là et j'ai besoin de toucher des matériaux naturels. Je vais avoir beaucoup plus de mal à travailler une matière qui n'est pas naturelle, qui a été synthétisée. Moi, j'aime travailler la pierre, j'aime travailler le bois. Voilà. Et le bois. Donc, tu as réussi à lier. À lier les deux. Les deux. Ce sont des choses qui sont totalement non qui ne sont pas naturellement voilà, ensemble, qui sont non regroupables naturellement. Et c'était important parce que il y a aussi l'idée que avec l'émail, on est sur une matière qui est très noble, qui est très très belle, très puissante, qui a toujours été très coûteuse, etc. Mais on oublie un peu les pierres qui sont au bord du chemin comme ça et qui elles sont les pierres sur lesquelles on marche tous les jours, ces fameuses dalles comme ça. Voilà. Et moi, c'était important que
que de prendre ces matériaux-là et de les anoblir sans aucune prétention, hein, mais avec un matériau vraiment très très noble. Oui, tu disais leur redonner un statut d'œuvre. Donc Oui. justement, on va repartir sur la première œuvre que tu as, donc qui s'appelle, c'est le dromadaire. Ah oui. Hein, que tu as. Non, mais là, c'était la première œuvre tu que tu as reliée. Donc, c'était du bois. Voilà, donc tu vas nous expliquer. Donc là, il y a 3 matières. C'est la toute première sculpture. Enfin, je ne sais pas trop à quel rang l'ériger, mais peu importe, parce que celle-là, elle est particulière. Oui. Elle est chez moi. C'est un assemblage de ce dromadaire, qui est un objet artisanal, enfin tout à fait classique, d'une pierre. Qui était en fait une pierre du mur. Donc une pierre de chez toi, qui n'a rien de... qui est très, très ordinaire en Lorraine, que j'ai sculpté, que j'ai griffé, que j'ai sculpté, puis d'une toute petite pierre qui avait une signification particulière. Je voulais effectivement que le dromadaire traverse un passage, un pont, et aille vers cette toute petite pierre avec une signification particulière. Voilà, donc ça c'est un geste vraiment très... Mais il est sur de l'émail. Très rapide. Voilà, le dromadaire est sur une plaque émaillée, à sa couleur à lui et à la couleur du caillou. Et voilà, j'avais envie comme ça d'un geste très... Là pour le coup c'est très spontané, c'est très intuitif. Et puis c'est effectivement, vous avez raison, vous me l'avez rappelé en préparant l'émission, c'est vraiment là pour le coup, c'est presque l'œuvre par laquelle j'ai commencé. Et donc du coup c'était déjà de la sculpture en fait. Ouais. C'est pour ça que je dis ta première œuvre, voilà. Mais d'ailleurs on va en découvrir d'autres. Mais en photo. On a du chat. Ah, on a du chat. Mais oui, on a du chat. On est en pleine discussion, on avait oublié le chat. Lacoflo oui, on a Lacoflo, c'est ça. On lui dit bonjour déjà. Bonjour Lacoflo, voilà. Merci. Bonsoir. Lacoflo qui nous dit c'est un artiste habité. Où peut-on le retrouver et découvrir ses œuvres ? Alors, merci pour l'artiste habité, parce que ça fait très plaisir. Alors, pour découvrir mes œuvres, le plus simple, c'est de suivre un peu sur mon site internet les prochaines expos. Vous aurez tout le détail, je pense, sur le site de l'émission aussi, mais c'est aussi de venir à l'atelier et puis d'en discuter ensemble. Voilà, on reparlera tout à l'heure, mais j'ai un atelier dans un pôle d'art, un collectif d'artistes, et c'est toujours mieux d'aller voir l'artiste dans son univers à soi, dans son atelier, puis de le voir travailler, de voir ses différentes œuvres, de boire un café et puis d'en discuter. C'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des expositions qui sont prêtes là, il y a quelques expositions qui sont prêtes, notamment. On pourra en parler. Voilà, on verra on en reparlera à la fin sur le site. On en reparlera à la fin. Donc là, je voulais qu'on revienne sur des photos où donc tes autres sculptures avec du bois, voilà, où tu allies sur le bois et la pierre. C'est plus récent. Là, c'est plus récent. C'est plus récent, c'est une œuvre de 2016, donc beaucoup plus récente. Là, c'était un défi voilà, d'une souche du fond du jardin qui demandait qu'à être là, et puis que j'avais envie de sculpter et d'émailler. Alors, l'idée était de partir sur un serpent qui fait vraiment le tour de la souche. Donc là, on a vraiment une œuvre à 360 degrés qui est vraiment singulière, parce que je voulais qu'elle représente, elle reprenne un peu l'idée de la peau animale ou pratiquement humaine, et qu'en même temps, cette peau-là soit articulée. Donc on a quelque chose qui est techniquement vraiment extrêmement difficile là pour le coup. C'était des centaines d'heures passées sur cette sculpture, parce qu'elle est vraiment techniquement compliquée. Vous imaginez bien qu'une fois formé, l'émail sur cuivre va se dépêcher de prendre une autre forme quand il va cuire. Hein. C'est forcément inévitable. Et puis je voulais que tous ces anneaux s'articulent, même s'ils ne bougent pas, hein, mais voilà, et soit... Il y a cette courbure, cette impression on va presque le voir bouger. Tout en utilisant un maximum de matériaux naturels. Voilà, donc l'idée était d'avoir un serpent qui fait un peu le tour sur l'idée de la tentation, même si c'est pas une souche de pommier, mais sur l'idée de la tentation. Voilà. Mais là, tu utilises le marteau pour... Oui, c'est de l'émail qui est martelé avant d'être cuit. Et donc c'est un émail, un travail d'abord
de martellement, du cuivre, Ça martelage. se dit martelage. Voilà, je sais pas comment on va dire, mais peu importe. Moi, j'ai pas toujours envie d'utiliser les termes. Oui. Les termes vraiment techniques en tant que tels, mais en tout cas l'idée est de former le cuivre et de lui faire exprimer ce qu'on Mais a parce que envie. c'est pas facile le cuivre justement, le former. Non, c'est pas facile, Ah, et c'est encore plus difficile quand on sait qu'il va cuire une vingtaine de fois et que voilà, il va se dépêcher de prendre une autre forme, et ça c'est voilà, forcément c'est difficile. Alors, On on va peut-être avait, voir une on avait autre œuvre, vu on va voir. une autre œuvre, bien bleue. Bien bleu, c'est La couleur. c'est voilà, c'est une œuvre qui s'appelle Blue Lake, qui là pour le coup reprend vraiment l'idée des matériaux peu nobles et de cette matière très noble qu'est l'émail. Je voulais vraiment travailler sur ce petit cube de bois qui est une cale qui avait servi à un train fantôme. J'adore ça. Voilà, et Donc il y a une histoire quand même. elle a une c'est- histoire, voilà, c'est ça. Un train fantôme, Et ça s'invente pas. ça s'invente pas. Mais ça, c'est tout à fait moi. Voilà. Oui. Je l'ai repéré, je l'ai demandé, et voilà, on me l'a gentiment offerte. C'était vraiment cette idée-là que de faire couler, de faire une coulure justement d'émail sur cuivre, sur cette petite pièce de bois. Toujours Et cette idée de passage. peut-être, effectivement, en tout cas de Traversée. fluidité, c'est quelque chose de très figé que l'émail sur cuivre, mais là, en l'occurrence, il paraît vraiment très Oui. fluide. Bah là, on a Voilà. l'impression On a que l'impression tu que viens ça- de le faire couler. Quoi, ça qu'il tombe a- dans il est un en train lac. de... C'était un peu l'idée, voilà, ça tombe dans un lac, et c'était ça qui m'intéressait. Il y a sûrement cette Toujours vieille ça. envie que de plonger dans l'eau dès que possible. Puis l'eau, la terre. Voilà, là l'eau, aussi. la terre, voilà, Ouais, c'est on voit que vraiment mes éléments, c'est sûr. Je pense que... On avait une autre, non on en Non, avait non, pas c'est une bon, autre. là, on va... Oui, Si, il y en a encore une autre. une, là. Oui, il y en a Ah, une bah, autre. ma foi. Il est un petit peu Voilà, dérangé. si, il y avait Voilà, celle-là. toujours Oui, pierre, oui, oui, bois c'est vrai. et émail. C'était l'idée de mettre un émail en lévitation autour d'une Lévitation, pierre qui, j'appelais cette pièce-là Iron Cowboy. Voilà, je trouvais que cette sculpture, elle s'imposait un peu comme un lion dans un désert, et que, décidément, l'idée de désert revient fréquemment, et que autour pouvait tourner quelque chose qui est symbolisé par une plaque d'émail noir dans laquelle la sculpture se reflète également. Voilà, donc elle en sert juste là, et elle est un peu posée comme ça en lévitation, un petit peu comme par magie. Donc tu as commencé par sculpter la pierre, je suppose. C'est en toujours un disant- travail qui va, enfin c'est toujours tout en même temps, à la Tout fois en même sculpter. temps. Mais tu savais dès le départ, en voyant cette pierre, que tu mettrais... Je savais dès le départ, en voyant cette pierre, Qu'elle allait, c'est qu'elle allait être qu'elle une est- sculpture. En revanche, c'est toujours la même chose, c'est passer du temps avec la matière. En l'occurrence avec cette pierre qui a pu rester pendant des semaines devant moi. Et puis il y a un jour comme ça où on sait ce qu'on va faire de la pierre, et on sait ce qu'elle va devenir. Alors, donc, on va peut-être voir un deuxième diaporama. Alors, il faut dire que le premier diaporama, c'est toi qui l'avais fait. Le deuxième aussi. Donc, tu nous offres un deuxième diaporama. Qui est On en beaucoup plus parlera. récent, là, sont des œuvres effectivement de 2016-2017 et des expositions de 2017. Donc c'est le dernier travail en... C'est le travail en oui. cours. Et on parlera du diaporama juste après. Avec plaisir.
diaporama donc, qui reprend une exposition qui s'appelait Empreinte d'humanité, qui a eu lieu à la galerie 223 à Nancy, sur mes œuvres depuis quelques années. L'idée était de montrer dans cette exposition-là ma manière de traiter les empreintes de l'humanité, justement. Donc, c'était vraiment une exposition très très ancrée sur la 2D, dans laquelle j'ai aussi présenté une de mes dernières créations. Donc voilà, puis j'ai glissé quelques images de l'atelier, quelques images comme ça un petit peu. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Oui, Sur mais l'atelier. dans Empreinte de l'humanité, il y a des empreintes d'hommes, enfin il y a des silhouettes qu'on retrouve quand même, qui est assez récurrent dans certaines œuvres. Et qui sont assez récurrentes dans mon travail parce que ce ne sont pas des silhouettes, justement. Alors, justement. Et voilà, et c'était ça l'idée même, le fondement même du travail et de la dernière œuvre qu'on verra tout à l'heure, mais qui rejoignent d'ailleurs le nouveau fond d'écran qu'on a, la nouvelle image. C'est vrai qu'on a déménagé là. On s'est transporté, Il fait beau, en plus on a un ciel bleu. Absolument, il faisait Tu peux nous dire où on est? On est passé de la Bourgogne à la Lozère, on est sur le Cosméjean, donc un des derniers déserts français, parce qu'on est à moins d'un habitant par kilomètre carré, je crois. En tout cas, on est là sur l'enceinte proto-historique de Drigas, donc on est à quelques centaines de mètres d'altitude, là où des hommes, au sommet d'un monticule, ont créé une enceinte, qui était leur village, et qui est aujourd'hui un talus de pierre ovale, et qui est un lieu qui est resté vraiment dans son état actuel, dans son état d'origine, enfin, qui n'a pas été retouché par qui n'a pas été retouché, et qui est vraiment un lieu, alors là où on est dans le désert, dans la chaleur, dans le froid l'hiver, on est dans des odeurs de prairies calcaires, on est sur des lieux proto-historiques, donc là on est vraiment sur absolument tout ce qu'il faut pour moi. Donc là t'es bien, c'est ce que j'allais dire, là c'est pour y aller dormir, enfin voilà, c'est vraiment pour moi des lieux extrêmement inspirants, où on risque pas d'être dérangé, en tout cas c'est certain, voilà, et ces environnements-là, ces empreintes de l'humanité-là, c'est ça que j'essaye de retranscrire. C'est pas forcément l'empreinte d'un pied, encore que j'ai travaillé aussi sur la pierre au pied de la vallée de la Maurienne, voilà, qui est un endroit assez singulier en face du Mont Cenis. Pourquoi des gens sont à 3400 mètres d'altitude allés graver des empreintes de pieds sur une pierre où on a 42 empreintes, je crois, 42 empreintes de pieds différents, de tailles différentes sur une pierre qui a 3400 mètres d'altitude, c'est absolument incroyable quand même. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne saura jamais. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc ça reste un mystère. Et surtout, ce qui est vraiment incroyable sur cette pierre-là, cette pierre au pied, mais aussi sur ce qu'on trouve dans les lieux, comme Drigas, c'est que les hommes aujourd'hui encore continuent cette tradition-là. Moi, je suis vraiment né très proche de Bibracte. On sait qu'à Bibracte, on avait une foire, donc la capitale des Éduins en Bourgogne. On savait qu'on avait une foire annuelle qui avait lieu dans une forêt, sur le mont Beuvray. On ne savait pas du tout pourquoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a découvert bien après qu'on était sur la capitale des Éduins, des peuples les plus importants et les plus riches de Gaule, et de leur temps. Et voilà, c'est ça, moi, qui me passionne. C'est l'idée de se dire que nous perpétuons aujourd'hui encore des traditions. À la pierre au pied, il y a des hommes qui vont graver d'autres pierres à côté, aujourd'hui encore. À Drigas, il y a aujourd'hui encore des hommes qui vont reprendre des pierres et qui vont aller construire des mini-enceintes ou des formes. Et ça, c'est qui vont rester 1 an, 2 ans, et puis qui vont être changés. Ça, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment ce que j'essaye, moi, dans mon travail, de montrer. Quelle est la contemporanéité de ces sites, quelle est leur modernité, et d'interroger justement leur statut d'œuvre d'art. Est-ce que si moi, artiste, je reprends un signe que des hommes préhistoriques, ou plutôt proto-historiques en ce qui me concerne, ont gravé, est-ce que ce signe-là devient une œuvre d'art ? Est-ce que je l'érige en œuvre d'art, ou est-ce que je l'intègre en l'intégrant à une des œuvres d'art ? Quel devient son statut ? Quelle est sa contemporanéité ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un signe ? Mais en l'intégrant, ça peut être aussi un passage. Ça peut être aussi un passage. En l'intégrant. Ou ça peut être aussi complètement une utopie. Une utopie moderne. Et c'est un petit peu le lien vers mon travail actuel qui s'oriente davantage vers les utopies, les uchronies, que de se dire, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui est utopique ? Et est-ce que finalement, et c'est là que je fais le lien entre ces 2 périodes de travail, est-ce que finalement le fait d'aller collecter des empreintes de l'humanité,
de les transcrire en œuvre d'art, finalement, est-ce que c'est pas aussi une utopie, Utopie d'artiste qui travaille avec un matériau qui était très très en vogue au Moyen-Âge. Donc j'aime bien vraiment et qui est un matériau très intemporel. Donc voilà, j'aime bien ces interrogations-là. C'est ça qui, moi, me fait voyager vraiment et me fait avancer. Et c'est pour ça que j'ai vraiment très très envie de les transcrire dans des œuvres d'art. Alors, on en a Justement, une qui est alors vraiment là, tu nous as spéciale. amené Hein. une œuvre. C'est une Spéciale dans sculpture sa forme. Alors, dans sa forme, oui. Voilà, parce que j'essaye de montrer, voilà, elle n'est pas fermée, hein, c'est une sculpture. Alors Enfin, c'est nous vraiment expliquer. cette idée, et je vais rebondir sur, parce que j'ai un petit peu dévié sur ce que Liliane me disait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée des pierres témoins. Les sculptures, les formes humanoïdes qu'on retrouve très souvent dans mes tableaux ne sont pas des humains. Ce sont pas des silhouettes, et on le verra dans le dernier film, mais ne sont pas des silhouettes, sont des pierres levées. Et quand on a vu un menhir ou un dolmen, et si on va en Lozère, c'est là où il y a une des plus grosses concentrations de menhirs ou de dolmen, contrairement à la croyance. Voilà, si on va en Lozère et qu'on voit ces pierres-là à l'horizon, on ne sait pas si ce sont des silhouettes, et particulièrement par des temps un peu brumeux, on ne sait pas si ce sont des silhouettes, si ce sont des hommes, si ce sont des témoins, si ce sont des clochers de tourmente, ou si ce sont des pierres levées. Et ça, c'est aussi cette idée-là que de travailler sur ces pierres levées. Là, j'avais envie d'une colonne. Vous savez, ces colonnes de passage comme ça. Qui reste ouverte, hein, d'ailleurs. Qui reste ouverte, et parfois ouverte, dans la fantaisie, il suffit de toucher pour aller dans un autre univers. C'était un petit peu ça aussi. Voilà, c'est une colonne qui est à la fois bleue et très blanche à l'intérieur. Et je ne sais pas si on se rend compte. Puis alors, c'est un peu compliqué que de retranscrire le relief. En tout cas, c'était aussi une réalisation technique vraiment très très singulière, parce que là, pour le coup, elle ne cuit pas dans mon four d'émailleur. Il a fallu que j'aille la cuire dans un four collectif que nous avons à Morée dans le Jura. Donc voilà, c'était aussi un défi technique que de réaliser ça en émail sur cuivre. C'est vraiment, là pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais c'était vraiment très 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 complexe que d'avoir une œuvre qui soit visible des quatre côtés, qui soit et à l'intérieur aussi, et à l'intérieur aussi. et qui soit vraiment très 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 en. Et d'ailleurs, il y a un petit peu de rouge là. Il y a en bas, le rouge, c'est ce qui fait. Voilà. J'ai gardé cette œuvre très pas longtemps dans l'atelier parce que je ne savais pas trop comment faire sens. Et en fait, c'est simplement le rouge qui est un peu ce contrepoids. C'est le poids d'ailleurs, mais c'est aussi le contrepoids, c'est aussi la petite touche un peu différente, le point un peu différent, qui pourtant, c'est cette différence-là, tiens, j'aime bien parler de ça finalement en ces temps un peu obscurs, c'est cette différence, ce petit point de différence, cette petite différence qu'on a en nous, qui fait la stabilité de l'ensemble. Et c'est parce qu'on a un peu de différence dans notre société qu'on peut tous tenir. Tenir et se démarquer un petit peu. Et se démarquer en même temps, rester soi, mais aussi tous tenir debout. Et c'est vraiment cette toute petite pièce rouge qui fait tenir la sculpture debout, alors qu'elle est vraiment très grande, elle fait plus de 50 cm et très effilée, ce qui est très grand pour des mailles sur cuivre. C'est ce que j'allais dire, parce que effilé. c'est, voilà, dire aux gens, normalement tu travailles sur des petits formats. Normalement, on travaille sur des plaques d'une une trentaine de centimètres maximum. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de très grand, il faut la cuire dans un four gigantesque, etc. Mais en tout cas, j'avais envie de quelque chose qui soit une pierre témoin, mais qui soit en même temps une colonne tout en légèreté, tout en ouverture, et qui transcrivent des états de passage, comme on le disait tout à l'heure. État d'âme aussi. Des états d'âme. Alors, ce qu'il y a d'habitude, tes œuvres, on les voit assez lisses. Là, on voit qu'il y a des boursouflures. Voilà, il y a tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on pourrait mettre dans un témoin, quoi. Il y a tous ces passages de vie, tous ces rugosités. J'ai voulu la laisser vraiment très très brute, même s'il y a beaucoup de couches d'émail, mais j'ai voulu la laisser vraiment très très brute et très très porteuse de ces aspérités. Parce qu'on y voit même du vert. Hein, oui, parce que tout simplement, elle n'est pas bleue en réalité, non, oui. Elle est une succession de couches de bleu, de rouge, de vert, de jaune, de violet et de bleu. Voilà, ce qui, même si elle est la somme elle est la somme de ces on composants. retrouve ce petit bout de rouge là. C'était pour mettre la signature, mais voilà, juste un tout petit peu. Mais elle est effectivement la somme des couches qui nous... Et c'est pour ça que je travaille sur cette matière. C'est toutes les couches. C'est un peu cette idée à la Montaigne. Hein. Je me construis étape par étape, couche après couche. Donc je suis une succession de ce que je suis, de ce qui me constitue. Et ce travail
qui est vraiment le fondement du travail de l'émailleur, que de construire couche après couche pour obtenir le résultat, est vraiment, pour moi, extrêmement symbolique, parce que c'est en voyant au travers de toutes ces couches qu'on voit la réalité du tableau, qui en plus est mouvante. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment extrêmement Alors intéressant. là, on a vu une sculpture, on va dire, mais tu as continué à travailler en 2D. Surtout, tu voudrais nous parler d'une commande que tu as eue. Je continue toujours à c'est- travailler en 2D. Voilà, la pierre à rêve bleue, mais on en parlera tout à l'heure. Je continue à travailler en 2D. Je continue à faire des tableaux parce que c'est aussi mon essence même, puis c'est s'exprimer sur du très grand format. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir la liberté de m'exprimer sur une très grande œuvre. Là, pour le coup, elle fait 3 fois 1m20 par 70, donc c'est un triptyque vraiment très très grand. Énorme. Absolument, c'est 2 ans de travail, enfin 6 mois de réalisation, mais 2 ans d'inspiration. Et cette œuvre-là, elle est un chemin de vie. Donc, Voilà, on c'est peut ce prendre qu'on t'a l'allégorie tout à commandé. l'heure. Voilà, Un chemin de vie. c'était un peu ça la commande. Et j'ai voulu en faire un film parce que il faut la détailler, il faut la décrire. C'est une œuvre qui n'a été présentée qu'une seule fois en public lors d'expositions Empreintes d'Humanité. Il a donné l'autorisation. Voilà, que le propriétaire m'a gentiment donné l'autorisation. Et cette œuvre-là ne sera pas représentée, donc il faut lui donner vie. Et puis, voilà, Puis l'offrir un Puis un témoignage. Rien la qu'en garder. vue. et un témoignage. Et puis Donc on va avoir la chance de la découvrir. Justement. c'est une avant-première. C'est- Voilà, je voulais réserver pour vous. Parce que Merci. c'est quand même un lien Merci. affectif. Il n'est pas encore diffusé sur mon site ou quoi que ce soit. C'est vraiment un. Voilà, c'était un petit cadeau que je voulais faire à la personne qui a commandé l'œuvre, mais c'était aussi l'idée était de vraiment présenter ce travail-là qui est un peu singulier quand même. Qui était Alors, un merci. très gros travail Merci pour pour toi, l'émission, on hein, imagine. parce que- c'est Jolie vraiment petite un vidéo cadeau. qui a été réalisée par Damien Brunet. Mais on va la découvrir tout de suite. Le tableau Lifeline 389 912 915 est né d'une rencontre avec un collectionneur à Paris. Il s'agissait de raconter une vie, de raconter sa vie, de parler de l'autre, de parler de sa vie tout en restant dans cette pudeur des sentiments qui lui sied, de parler de son chemin, de parler de ses expériences, de ses espérances, des montagnes à franchir, mais aussi des illusions qui se perdent, des amours qui se perdent aussi parfois. Il s'agissait de jouer en grand format sur le fil ténu d'une vie, en grand format, en émail sur cuivre, ce qui est relativement rare. On est sur un tableau de plus de 2,10 m ici. Il s'agissait de donner à voir le fil de cette vie, bien toute autre chose. C'est un projet qui a nécessité plus de 2 ans de réflexion, à travers des schémas, au travers de croquis, au travers de peintures préparatoires, parce qu'il était vraiment très difficile de tout dire sans trahir les secrets qu'il faut respecter, en gardant toujours la distance qui convenait, en trouvant le juste chemin. Et c'est cette recherche précisément qui a conduit au chemin de vie, au chemin jalonné de pierre qui va permettre à l'individu de se construire, élément par élément. C'est une petite référence à Montaigne aussi, brique après brique, élément par élément. Comme il s'agissait de travailler sur l'idée du chemin de vie, j'ai souhaité que mon tableau interroge sur l'homme, sur le parcours, sur la construction individuelle. J'ai travaillé sur un chemin particulier parce que jalonné de pierres témoins aux formes humanoïdes, à moins que ce soit l'inverse, que ce soit des hommes aux allures de pierre. L'idée était de se servir de ces pierres dressées par les hommes tout au cours de l'humanité comme des témoins du chemin de vie et d'utiliser leur forme un petit peu dans la nuit, dans le brouillard, pour jalonner ce chemin et le montrer ses ramifications, ses complexifications, montrer un chemin qui se nourrit des pierres comme pour renaître à la vie, comme pour s'illuminer, comme pour grandir. Le premier élément du triptyque parle des premiers instants, des premiers pas, des premières briques, de ces moments à la fois rugueux et lisses, à la fois clairs et obscurs, des premières rencontres aussi, et c'est ce que symbolisent ces pierres témoins qui sont constituées elles-mêmes de petites cellules, élément par élément. Les premiers hasards, puisqu'on peut prendre un chemin ou un autre. On est à la fois sur et hors du chemin, c'est la construction de l'individu. C'est vraiment les premiers instants, les tout premiers moments de la construction de l'homme.
Le deuxième élément du triptyque parle de l'expérience. On se construit, on grandit, on réussit et on échoue. C'est la vie qui s'écoule, c'est le chemin, mais c'est aussi la multiplicité des chemins. Et c'est aussi parfois la vie des autres qui s'écroule. C'est ce qu'on représente ici par les éléments plus rouges. On va retrouver toujours ces pierres témoins qui grandissent avec l'expérience de l'individu, mais on trouve aussi dans ce tableau d'autres éléments. Des cercles gravés qui sont inspirés des cercles gravés de la vallée de la Maurienne et qui vont représenter les individualités. On trouve aussi l'écriture, les carnets de voyage, les livres. Le troisième tableau parle de l'homme achevé. C'est ici une silhouette beaucoup plus grande parce que constituée de la surface exacte des autres silhouettes. C'est une silhouette qui est entre les chemins, à la croisée des chemins, ceux qu'elle a pris, ceux qu'elle aurait pu prendre. Et c'est une silhouette qui va vers cette ultime pierre qu'est son destin et qui est à la croisée des chemins de la flamboyance et puis des chemins de l'existence. J'ai voulu un tableau qui soit à la fois un tableau exceptionnel et un tableau complexe. Exceptionnel par ses dimensions, par la richesse des nuances, mais aussi par la technicité. Et puis un tableau complexe parce que chaque détail est ici le symbole d'une vie. J'ai voulu qu'on n'y voit jamais la même chose, qui est propre à la matière émail sur cuivre. Alors on a un tableau qui va s'endormir avec soi, qui va se réveiller le matin avec des couleurs totalement différentes. C'est finalement bien la symbolique de la vie. J'ai voulu un tableau qui soit le tableau de toutes les vies, mais aussi d'une seule. Merci de nous avoir donné accès à ce tableau. Alors, sur le plateau, on a eu beaucoup d'œuvres bleues. Et là, tu es tout à fait dans d'autres couleurs. Alors, tu nous as parlé du rouge pendant le diaporama, mais il n'y a pas que du rouge. La terre. Il n'y a pas que du rouge, il y a la terre, mais il suffit de regarder derrière les lieux que j'aime. Voilà, ce sont ces couleurs-là. Reproduire cette couleur-là, cette couleur ocre comme ça en émail est vraiment là pour le coup quelque chose de très très complexe. Voilà. Mais une fois que cette couleur vous a trouvé, ou vous l'avez trouvée, elle ne vous quitte plus. Tu es habité encore, mais c'est vrai que tu es un artiste peut-être encore, mais effectivement, c'est la couleur des lieux que j'aime, c'est la couleur des prairies calcaires en été. Voilà, donc je crois qu'on ne quitte pas ces choses-là qui vous ont imprégné de sensations, d'odeurs, de sons, etc. Voilà. Ça va du rouge au jaune, en fait, pratiquement. Ça va oui, et ce sont des tableaux, ces tableaux dorés comme ça, sont des tableaux qui peuvent être très très rouges à certains moments, justement quand ils sont très éclairés, jusqu'à un jaune ocre vraiment très profond quand ils sont beaucoup moins éclairés, dans une lumière plus intimiste. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, que cette variation-là. Aussi. En plus, dans ce triptyque, qu'est-ce qu'il y a comme variation? Oui, énormément. C'est plein de choses. Enfin, c'est plein d'éléments, c'est plein de références. Ce sont des éléments liés à la vie de la personne qui l'a commandé également, mais des choses aussi plus personnelles. C'est plein d'éléments qu'on met dans un tableau, qu'on glisse comme ça, comme des petites touches, en espérant qu'elles soient perçues un jour, ou pas. Qu'elles soient interprétées d'une manière ou d'une autre. Ça laisse toute la vie pour pouvoir regarder ce tableau, justement. Tant mieux, peut en découvrir tout le temps. Et tant mieux, et j'espère que les personnes qui achètent un tableau ont au moins cette idée-là, voilà, effectivement, que de se dire, c'est bien mieux, et pardon pour vous, mais c'est bien mieux que la télévision, puisqu'on n'y voit jamais la même chose. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable que de se dire, enfin un endroit où je peux respirer, découvrir, où je peux prendre le temps du silence. Et ça, c'est fondamental dans l'idée d'une œuvre, que de se dire, voilà, je prends le temps de la contemplation. Nous ne contemplons plus, nous regardons des images que nous zappons, nous tweetons immédiatement. Enfin, on est dans une société vraiment extrêmement dans l'immédiateté. Et moi qui travaille sur des sujets qui ont parfois 600 ans avant Jésus-Christ, c'est vrai que je suis beaucoup moins dans, même si par ailleurs tu es quand même voilà. Et je vais aller immédiatement tweeter le sourire de l'émission juste après, mais effectivement c'est prendre ce temps-là et je crois indispensable. C'est indispensable aujourd'hui dans une société aussi immédiate que la nôtre, aussi exigeante, aussi rude que la nôtre, que de s'offrir des œuvres d'art pour rêver, quoi. Ouais. Voilà. Il faut dire que celui qui t'a passé la commande t'a dit je veux un chemin de vie, t'a expliqué tout ça, mais tu t'en es détaché pour
pouvoir créer. Je l'ai ramené à mon univers, oui. Oui. Parce Mais que il fallait quand même une certaine osmose. Enfin, excuse-moi de te couper, mais parce que même si tu t'en détaches, il faut qu'il y ait... J'accepte jamais une commande que je ne sens pas. Voilà. Donc, avec lesquelles, enfin, les personnes avec qui ça se passe très très mal, si vous me donnez une photo et il faut que je reproduise votre maison, enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, donc il s'agit juste d'avoir du sens, d'avoir des mots et de retranscrire un univers. Effectivement, si c'est retranscrire un univers en y mettant mon propre univers, alors là, ça devient intéressant. Et si en plus on a le champ libre, comme ça a été le cas là, alors là, c'est passionnant. Et là, pour le coup, ça demande extrêmement longtemps, parce qu'il faut vraiment arriver à rentrer dans l'univers de la personne. Je crois que ça a pris plus de 2 ans. C'est pour ça que je te parlais d'osmose. Il faut vraiment qu'il y ait une osmose. Oui, ça fait. C'est comme si tu écrivais un livre. Un livre. Quand tu as commandé, Sauf qu'au lieu de mettre des mots, j'écris beaucoup aussi, mais pas sur commande. Et voilà. Et pour le coup, c'est une démarche finalement qui est aussi assez proche pour moi que de... J'écris pas mal de textes avant d'écrire mes œuvres, avant de réaliser. C'est un joli lapsus. J'écris pas mal de textes avant de réaliser mes œuvres. Tu écris tes œuvres. Voilà, je les écris aussi. Voilà, et je les écris aussi après. Et j'ai commencé tout un travail d'écriture effectivement sur chacune de mes œuvres pour les écrire après, pour leur laisser du temps. Il nous pour les faudra expliquer une aussi. 3e émission alors, Fabrice. Oui, ou 4 ou 5, si jamais, avec plaisir en tout cas. C'est toujours un vrai plaisir. Bon, on va passer un petit peu à autre chose parce que tu fais plein de choses dans ta vie. Alors là, là tu nous as apporté... Alors, oui, on parlait tout à l'heure de l'atelier. De l'atelier. Voilà. Donc voilà, donc il faut dire que tu as... Enfin, je vais te laisser en parler, mais tu as créé une association et donc vous avez un pôle culturel. Voilà. C'est parti de 2 constats. D'abord, c'est extrêmement difficile pour un artiste que d'avoir un atelier quand on est en milieu rural, parce qu'on a tous un bout d'atelier chez nous, évidemment. Mais en même temps, c'est difficile d'y être tellement isolé. Quand l'artiste le plus proche de vous est à 20 km, parfois vous avez besoin juste d'avoir des collègues de travail. Quoi, voilà. De pas être tout seul. Moi, j'avais envie de créer un espace collectif où les gens puissent en plus venir travailler en coworking, c'est-à-dire viennent travailler quand ils en ont envie, où les gens puissent s'entraider les uns les autres. Voilà, on a quelques photos du lieu qui s'appelle La Fourmilière, qui est situé à Monniéville, avec une municipalité qui a saisi le projet à bras-le-corps et qui nous a immédiatement loué des lieux, une ancienne école, où on peut avoir des ateliers individuels, comme le mien que vous voyez ici. Là, c'est ce que j'allais dire, c'est ton... Voilà, c'est mon atelier avec toutes mes couleurs et tout voilà. Mais aussi une salle d'exposition, qui est pour moi une étape indispensable que de permettre à des artistes locaux de réaliser leur première exposition personnelle ou collective, mais aussi personnelle. Et puis on y organise aussi des débats, on y organise aussi des conférences, on y organise des projections, des performances, enfin voilà, tout ce qu'on y veut. On a vu sur ton site qu'il y a un débat... Un débat bientôt. Voilà, dans quelques jours. Voilà, et puis il y en aura de plus en plus et tous les mois. Donc le lieu s'appelle La Fourmilière, c'est un espace donc, où on accueille des résidents permanents, dont moi, des résidents temporaires, donc des gens qui viennent en résidence artistique, mais aussi un espace de coworking où on peut venir travailler tout simplement quand on a envie de travailler avec d'autres, soit avec ou soit à côté d'autres. Voilà, donc il y a un espace qu'on est en train de réaménager, et puis un espace d'exposition. C'est aussi un lieu vraiment très ouvert sur la population, parce qu'il y a des enfants qui viennent créer avec nous, qui exposent. Voilà, on expose avec d'autres groupes, des créateurs, notamment, voilà, on fait un marché de créateurs avec d'autres ateliers. L'idée, c'est d'impulser, et l'idée, surtout, c'est d'amener l'art en milieu très rural. Alors, c'est rural, parce que c'est vraiment un tout petit village. Voilà, c'est vraiment une volonté, et moi qui travaille aussi beaucoup dans le milieu artistique sur Nancy, c'est aussi, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de déterminisme en fonction du lieu où on habite, il n'y a pas de personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'art. Et on voit très bien, nous, en milieu rural, que... et vraiment, je salue le travail de la municipalité de Monniéville, qui est un tout petit village, mais qui s'est vraiment donné les moyens de faire des choses intéressantes. Et quand on organise une exposition à La Fourmilière dans un village de 300 habitants et qu'on a 80 personnes qui viennent à cette exposition, proportionnellement, c'est beaucoup plus important. C'est ce que j'allais dire, même à certaines galeries en pleine ville. À Metz ou à Nancy. Voilà. Et ça veut dire que l'art
contemporain, ou en tout cas l'art actuel, je ne sais pas trop quel mot mettre, mais l'art actuel, il l'intéresse, il l'interroge, et qu'on essaye de briser cette fausse distance. C'est resté très élitiste parce que toujours pareil, ça se trouvait en ville et c'était donc dirigé pour une certaine et c'est souvent population. très cher, etc. Nous, les choses sont au maximum gratuites, les gens sont bienvenus, on boit un verre, on discute. Le lieu est super sympa, vous êtes en pleine campagne. Et on essaye d'être sympa aussi et d'accueillir les gens le mieux possible. Et c'est un vrai plaisir que d'avoir ce lien-là aussi. Il est aussi indispensable que d'avoir ce lien avec la population, avec les enfants, avec toutes les personnes qui sont des adultes en situation de handicap, etc. Et travailler sur vraiment le rapport à l'art et à l'art contemporain qui pourrait paraître un peu compliqué, mais finalement il suffit qu'on prenne un café ensemble et puis qu'on en discute. Oui, qu'on en parle. Et c'est bien plus simple qu'il y paraît. Ah, oui. Et donc... Donc bienvenue à la Fourmilière, oui, voilà, à Monniéville. C'était des gens qui sont... pour dire que la ruralité, il n'y a pas de fatalisme, quoi. Donc, on en est l'exemple. On a une télé en milieu rural. Ce que j'ai dit. Et dans le département, on a aussi beaucoup de... Et dans le département, on a énormément d'actions culturelles. Et c'est vrai qu'il manquait un pôle d'art pour les artistes professionnels, parce que c'est difficile, quand on est artiste professionnel, d'avoir un lieu où exposer quand on se lance, d'avoir un lieu où trouver d'autres artistes qui vont nous donner des informations sur notre statut, etc. Ça, c'est compliqué. Donc, il manquait cet espace-là. On est une petite poignée, on l'a créé. Aujourd'hui, une vingtaine d'artistes qui travaillent avec bonheur à la Fourmilière. Et si vous êtes artiste, si vous voulez retrouver Fabrice, il faut aller sur son site. Fabrice à la Fourmilière, sur son site. Sur sa page Facebook, tout ce que vous qui voulez, s'appelle... sur son Twitter, sur ce partout. Vous trouverez Fabrice partout. Presque. Bon, alors... pardon. Alors je voulais parler de la pierre à rêve. Oui, non, parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais je veux passer à cette pierre. On la touche. Voilà, on la touche. Parce qu'on t'avait demandé de ramener une œuvre qui parle de toi. Oui, je pense que c'est un challenge, parce que j'aurais pu toutes vous les ramener. Elles parlent toutes de moi. Oui, il n'est pas d'œuvre qui ne parle pas de moi. Celle-ci a ce côté un peu singulier que d'attirer les mains. Et tout le monde a envie de la toucher, c'est ça. Oui. Elle est faite pour ça. Et je l'ai appelée une pierre à rêve. Et voilà, c'est la version bleue. Il en existe d'autres versions que je suis en train de créer au fur et à mesure. J'ai envie de faire une petite série de pierres qui font rêver, parce que c'est vraiment c'est vraiment indispensable aujourd'hui que d'avoir quelque chose pour nous reconnecter, pour rêver, pour nous évader. C'est tellement, tout ce qu'on entend est tellement affreux que il faut avoir cet espace de respiration. Et on a toujours quand même l'ouverture. Quelque chose qui... Il y a toujours une petite couleur, quelque chose toujours la sculpture en rondeur, mais aussi en ligne. Voilà, il y a toujours un élément en plus, mais ça c'est moi. Il y a toujours un élément en plus qui va vous emmener ailleurs. Il y a toujours il y a toujours les éléments qui vont vous emmener ailleurs. Peut-être que vous préférerez une face plutôt qu'une autre de ces pierres à rêve. L'idée était vraiment de dire je mêle deux choses qui sont complètement... Alors là, pareil, impossible à mêler. Quand tu dis je mêle deux choses, on voit au niveau technique, nous on l'a sous la main, c'est que la pierre elle n'est pas complètement plate, il a fallu que tu joues, ça épouse complètement, et là on se rend bien compte du boulot, nous, parce qu'on l'a sous les yeux. Mais en fait, le travail ne compte pas, c'est le résultat. C'est le résultat, mais on se rend compte qu'il y a toujours cette union. C'est comme un funambule, un artiste de cirque. Un bon circassien, c'est quand vous vous dites j'aurais pu le faire. Voilà. Et non, finalement, vous ne pouvez pas le faire, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que vous l'êtes tellement approprié, son numéro, que du coup, il est devenu vôtre. Voilà, c'est presque ça. Moi, si les gens peuvent s'approprier la pierre en se disant ça, j'aurais pu le faire, j'aurais aimé le faire, c'est que j'ai réussi mon travail. Moi, j'aurais aimé le faire, après le pouvoir. Donc, c'est une œuvre qui parle de toi. Oui. Forcément, comme toutes les autres, on va dire. Parce qu'il y a ce côté bleu de l'eau qui est un des éléments fondamentaux. Qui s'infiltre. Il y a la pierre, il y a un peu tout, mais comme c'est pas non plus tout à fait bleu. C'est ce que j'ai dit, mais il y a aussi un peu de terre. Là, il y a pas mal de terre, je pense qu'on peut l'incliner. Il y a même du vert, il y a des nuances qui sont vraiment très, très, très pareil, en fonction de la lumière. Très subtiles, et en fonction de la luminosité, on y voit des choses différentes.
Puis c'est Voilà, quelque chose votre pierre de rêve, vous pouvez... qui n'est pas voilà. plat. Eh bien, écoute, on arrive avec ce rêve à la fin de notre émission. Tant mieux, alors rêvons. Rêvons un petit peu. Rêvons. C'était Alors- bien de finir par la pierre de rêve, finalement. C'est tu finalement vois. toujours bien que de finir par Hein des rêves. Et, Oui, tu vois, et je pense c'est- que, effectivement, l'artiste, il est là pour ça. Je le dis toujours, donner la vie aux artistes en allant voir des expos, en allant voir des concerts, en achetant des œuvres, parce que nous, on vous la rend bien. C'est pas quand ils seront morts qu'il faudra leur acheter. Non, surtout pas. Surtout pas. Alors, surtout, n'ayez pas peur. Pardon, Et excusez-moi. n'ayez pas peur, oui. Globalement, ça se Franchissez passe. le plat. Le pas. Non, mais parce que bien souvent, les Bien gens... sûr. ont peur, Et c'est souvent de cette Excuse-moi, Aline, on t'entend rencontre-là, c'est souvent de cette rencontre-là que naissent de belles œuvres. Alors, Vas-y. on ne peut que te remercier d'avoir Merci à vous. joué le jeu, d'avoir apporté des œuvres, de les avoir recommentées et de nous avoir permis de toucher parce qu'en plus, c'est fait pour ça. Alors, De nous avoir fait rêver, de nous avoir emmenés dans des lieux... hors antenne, on va te donner les livres d'or. Hein, donc, tu vas t'amuser à voir les livres d'or. Et puis, notre prochaine émission aura lieu le 15 juin avec Toon, qui est un sculpteur. Vous retrouverez l'émission qu'on vient de faire dans la nuit sur un podcast. Donc, vous pouvez la voir ou la revoir. Alors, Voilà. Et la partager. Sur notre page L'œuvre à nu, notre page Facebook. Et nous remercions Johan aussi, toujours pour sa patience. Et ben d'ailleurs, on va laisser Johan aussi, pareil, nous parler de son émission, puisque Johan, là, il est derrière les manettes pour notre technique, mais il a aussi, lui, une émission tous les dimanches. Johan, si tu peux nous parler de ton émission, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ah, c'est de l'art aussi. C'est de l'art aussi, c'est J'ai- vrai, j'ai tu as entendu- raison. J'ai entendu beaucoup de mon émission dans la vôtre Ah ce bon soir, oui, dans les paroles de votre invité. alors tant mieux. Rêver, tu vois, rêver, rêver, voilà, rêver, c'est ça. oui. Mon émission s'appelle Meuse in Trance, c'est tous les dimanches soirs. Ce dimanche avec Ludal, bien sûr, hein, toujours à mes côtés. Épisode 231, donc on présente comme d'habitude dans la première heure un maximum de nouveautés avec de différentes rubriques aussi. Ensuite c'est Ludal qui rentre de vacances et qui nous propose une session libre, la 28e session libre. Et ensuite je prends les platines pour un best-of des nouveautés que j'ai présentées dans les 10 précédents épisodes. Et là aussi il y aura beaucoup de rêves. Là, Eh ben. je vous le promets, dans celui-là il y a... Donc comme quoi, tu vois l'art, hein, la Beaucoup d'évasion. musique, la sculpture. On te retrouve dimanche. Dimanche à partir de 21h. Nous remercions tous les spectateurs de nous avoir suivis et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci pour votre Et puis, accueil. Merci. Merci Fabrice.